j'ai souffert d'une relation toxique. Voilà une phrase que malheureusement on peut être amené à entendre. Et en ce qui me concerne, je l'entends fréquemment dans le cadre de mes séances en tant que coach accompagnante. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement une relation toxique ? Dans le précédent épisode qui ouvre la 2e saison, j'ai commencé à vous présenter le lien entre estime de soi et relations abusives. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller un peu plus loin. Nous allons voir ensemble quelles sont les nuances, comment s'illustre ce type de relation et qu'est-ce qui fait qu'elle se crée et s'installe. Et puis dans les épisodes suivants, nous irons encore plus loin avec des exemples concrets et bien entendu des conseils. Comment faire pour se sortir de ce type de relations toxiques, abusives ou d'emprise. Je suis Céline Tran et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Mentoresse, 1000 vies dans une vie. Dans ce podcast, je vous propose d'aborder des thématiques autour du développement personnel et notamment autour des notions de lâcher prise, l'audace, la performance, la manière de s'accomplir. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous avez écouté la première saison, vous devriez savoir que ce sont des thèmes qui ont compté dans mon parcours. Mais revenons à la thématique des relations abusives. J'aimerais commencer par préciser une nuance, à savoir ne pas forcément confondre ce qui est toxique et ce qui est abusif. En fait, une relation abusive est forcément toxique, mais une relation toxique n'est pas forcément abusive. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le premier cas de figure, dans une relation d'abus, il y a un abuseur. Il y a donc une personne qui est mal intentionnée, qui peut être un agresseur, un manipulateur, quelqu'un qui va utiliser son influence, son statut, son pouvoir pour abuser d'une autre personne qui est donc la victime. Dans le deuxième cas de figure, dans une relation dite toxique, il y a bel et bien une personne qui est nocive, toxique dans son comportement, mais il peut arriver qu'elle le soit de manière involontaire et de manière plus ou moins directe. Et c'est une situation qu'on peut malheureusement retrouver fréquemment dans le cadre de la famille. Par exemple, une mère qui souhaite tellement protéger son enfant qu'elle en devient ultra contrôlante, castratrice, ou un père protecteur qui peut devenir trop autoritaire. Ça peut être une personne en souffrance et qui déborde sur son conjoint par exemple. Et nous allons revenir plus en détail sur ces situations. Je vous propose qu'on commence par se pencher sur ce qu'on appelle une relation abusive. Il y a 2 cas de figure, il y a la relation abusive où la victime est consciente d'être abusée, et puis il y a le cas de figure plus complexe qui est la relation d'emprise où la personne ne se rend pas forcément compte de la situation et c'est ce qui va aussi contribuer pour elle à maintenir la relation. Ce qui est certain, c'est que dans la relation abusive, la personne qui abuse cherche à nuire à l'autre personne. Elle cherche à profiter d'elle. Et donc, lorsque la victime est sous emprise, elle peut mettre beaucoup de temps à se rendre compte de ce qui se passe. Cela peut prendre des années pour elle, pour se rendre compte de la situation, parfois même toute une vie. Et parallèlement, il y a des personnes qui sont conscientes de la situation, mais qui vont aller jusqu'au bout de la relation, même si elle est toxique, même si elle enferme. Alors comment prétendre que ce consentement soit plein, lumineux, dès lors que cette personne est mentalement enfermée ? C'est un peu comme dire de quelqu'un qui a rejoint une secte « Non, mais tout va bien, hein. Il ou elle l'a choisi. » Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui a conditionné et surtout, qu'est-ce qui maintient ce choix ? Un chien peut par exemple se croire très heureux, enfermé dans une cage, même en recevant des coups au quotidien par son maître, s'il n'a connu que ça, depuis que c'est un chiot. Et dans ce cas-là, les coups sont une marque d'attention. Bien sûr, ils ne sont pas bien vécus, ce sont des actes de violence, mais ils sont intégrés comme quelque chose de normal. Et s'il n'a connu que ça, c'est même un repère, une manière pour lui d'être lié à son maître. La violence, dans ce cas précis, fusionne donc avec une marque d'attachement, une forme de reconnaissance. Je reviendrai là-dessus, parce que ça c'est un vrai sujet, et il est très complexe. Alors forcément, quand on est témoin de ce type de relation abusive, ça surprend, ça indigne,
Ça peut même susciter une forme de mépris, parce qu'on est face à quelqu'un à qui on peut répéter « ce que tu vis n'est pas normal », ce que tu vis est même dangereux, et pour toi, et peut-être même pour tes proches. Tu es avec une personne qui est mal intentionnée. Toi-même, tu dis que tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, que tu te sens enfermé, tu te plains. Et pourtant, cette personne reste. Parfois, elle est résignée, mais parfois, elle se défend aussi avec beaucoup de conviction et va même rejeter les personnes qui la mettent en garde. Vous savez, ça donne ces situations où une femme est violentée par son mari, les policiers vont intervenir pour l'aider, et c'est elle qui va se placer entre les deux, et qui va même prendre la défense de son mari et insulter les policiers. Prendre la défense de son propre tortionnaire, n'est-ce pas aberrant? Vous-même, ne vous est-il jamais arrivé de vous dire « mais pourquoi elle reste ?» C'est vrai quoi, elle pourrait se barrer. Pourquoi il supporte ça? Bon, quelque part, c'est qu'elle l'a bien cherché. Ou il n'a ce qu'il mérite après tout. Il faut croire que ça lui plaît. Oui, il est légitime que ça révolte, surtout lorsque ça concerne un proche. Parce qu'on se sent impuissant. On aimerait pouvoir réveiller l'autre, le mettre en garde, mais rien n'y fait. Et ce qui est particulièrement injuste, c'est que plus on essaie de convaincre l'autre, et plus cette personne va nous rejeter. Mais typiquement, c'est le signe d'une relation d'emprise. Et l'emprise ne se manifeste pas forcément à travers des menaces explicites. Abuser de quelqu'un n'implique pas forcément de le séquestrer. C'est une autre forme d'enfermement. C'est un conditionnement qui se fait peu à peu. On parle bel et bien de manipulation. Et c'est ce qui fait que peu à peu, la victime, qui n'a pas forcément conscience de l'être, perd petit à petit son libre arbitre. Elle est de plus en plus isolée, elle est de plus en plus affaiblie dans son estime d'elle-même, dans sa confiance en elle, et donc elle va prendre de moins en moins d'initiatives, être de moins en moins autonome. Donc au moment où elle semble consentir, où elle dit oui, attention, ça peut être trompeur. Souvenez-vous l'exemple du chien. Si un cadre n'est pas sain, qu'il ne permet pas à la personne de ressentir, d'exprimer ses besoins, ses limites, comment le consentement peut-il être exprimé? Ce qui va rendre la chose d'autant plus difficile, c'est qu'avec le temps, la personne abusive va prendre de plus en plus de place et va donc faire en sorte de devenir le centre de la vie de la personne abusée. Et voilà qui est bien confortable. Et c'est ainsi qu'une personne abusée peut très vite se retrouver dans une relation de dépendance, affective, mais aussi parfois financière en fonction des situations. On trouve des exemples multiples de ce type de relation. Et malheureusement, ça commence bien souvent dans le cadre familial. Alors en première ligne, parmi les personnes qui ont plus de chances d'être abusées, les enfants, forcément. Ils sont vulnérables, ils manquent de recul, mais aussi certaines personnes en situation de handicap, des personnes ayant un trouble du spectre autistique, qui ont moins de discernement par rapport à certains codes, en particulier lorsqu'il s'agit de manipulation. Les personnes âgées aussi, qui peuvent être plus crédules. En fait, toute personne qui manque de sens critique pour identifier un danger. Si en plus la victime a une estime d'elle-même qui est défaillante, comme on l'a évoqué dans le précédent épisode, ça en fait une cible de choix. Et elle peut être, comme je le disais également, intelligente, brillante, avoir de l'expérience, ça ne change rien. Ce qui va vraiment jouer et contribuer à maintenir la relation, c'est son estime d'elle-même. Et puis il y a d'autres facteurs qui vont jouer. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va rester dans une relation abusive? Alors ça peut être par peur. Déjà peur des représailles, si l'autre personne est agressive, qu'elle est violente, c'est une peur totalement légitime. Et dans ce cas-là, mettre fin à la relation nécessite du soutien, de l'aide extérieure, de se préparer aussi pour se préserver au maximum et éviter d'être agressé. Ça peut être par la peur de la solitude aussi. Il y a des personnes qui ont du mal à se projeter en étant seules parce qu'elles ne sont plus autonomes ou peut-être même qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de développer cette capacité si la relation abusive a commencé tôt. Il peut aussi y avoir la croyance qu'il n'y a pas d'autre scénario possible. Et ça va donner des réflexions du type « qui voudra de moi ?» Qui pourrait me supporter? C'est vrai, ça doit pas être facile d'être avec quelqu'un comme moi.
Donc là, on est vraiment dans un discours de dévalorisation, de sabotage. En fait, à ce moment-là, la victime a totalement intégré les phrases qui lui ont été répétées. Et ça peut aussi être une réflexion du type « Mais comment pourrais-je vivre sans cette personne, sans lui, sans elle, alors que il fait partie intégrante de ma vie ?» Imaginez comme la capacité à prendre de la distance et à rompre le lien est difficile lorsque la personne abusive est un parent. Le cœur du blocage dans ce cas-là est identitaire et il met en jeu un conflit qui est l'un des plus difficiles à résoudre, le conflit de loyauté. Ce fameux conflit où on se dit « je ne peux pas, c'est quand même ma mère, c'est quand même mon père, après ce que cette personne a fait pour moi, je ne peux pas la quitter ». Et puis comment quitter quelqu'un dont je reconnais que cette personne a largement contribué à ma construction, à mon développement en tant qu'être humain, à qui je suis aujourd'hui. Ça veut dire que si je me coupe de cette personne, dont je sais pourtant qu'elle me fait du mal, eh bien je me coupe d'une partie de moi-même. Je renie une part de moi-même. Et alors qu'est-ce qu'il reste ? Comment exister quand on s'est construit avec quelqu'un qui a été toxique ? Je l'ai cité aussi dans le précédent épisode, il y a l'empathie. Ah, cette empathie. Alors on ne va pas se reprocher d'avoir du cœur. Mais parfois l'empathie peut piéger puisqu'elle peut amener à trouver des excuses vis-à-vis de l'abuseur. Par exemple, non mais quand même, si je me mets à sa place, ça doit pas être facile. Qui suis-je pour le ou la juger ? Ça me fait du mal de voir cette personne souffrir. Et quand cette personne en question me dit que je suis responsable en partie de sa souffrance, forcément je me sens mal. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Oui, parce que le partenaire abusif va raffoler du chantage affectif. Et là, c'est foutu pour la personne qui a beaucoup d'empathie. Surtout si, dans son histoire, elle a été habituée à endosser ce type de responsabilité. Typiquement, une personne qui a grandi avec quelqu'un qui lui a répété « Tu n'es pas à la hauteur, mais qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Oh, vous vous rendez compte ? Super conditionnement, super entre guillemets, pour s'engager ensuite en tant qu'adulte dans une relation abusive. Car comme par hasard, une personne qui a été victime d'une relation abusive ou d'une agression va ensuite reproduire ce schéma. Bien sûr que ce n'est pas volontaire, mais elle porte en elle comme des stigmates, si je puis dire. Son estime d'elle-même est ébréchée et croyez-moi, les prédateurs savent reconnaître les personnes qui sont vulnérables. Ils vont identifier qu'il y a une brèche et hop, l'amplifier au maximum. Alors en exemple de phrase de chantage affectif, ça donne « Regarde ce que tu me fais endurer. Tu te rends compte, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vois comme tu me fais souffrir ?» Oh, quelle horreur, ça me donne des frissons au moment où je vous dis ces phrases. Je les ai déjà entendues, je l'ai déjà vécu, je sais ce que ça fait. Et c'est horrible, parce qu'on se sent mal, on se sent sale, on a l'impression d'être un monstre à ce moment-là. Bien sûr qu'on peut avoir des torts dans une relation, bien sûr que c'est important d'exprimer ses ressentis, son besoin. Mais il y a une différence entre dire « Mon amour, en ce moment je ne me sens pas bien, et tu sais, quand tu me dis ça, ça me blesse, je me sens triste, je me sens en colère, j'ai l'impression que c'est injuste, voilà comment je me sens. » Quand on parle comme ça, on expose à l'autre son ressenti, et surtout on est dans une invitation à ce que l'autre nous rejoigne. C'est un langage pacifique, c'est un langage d'amour. Donc on peut exposer une situation qui n'est pas satisfaisante sans pour autant être dans le reproche, l'insulte et encore moins le chantage affectif, qui lui va être dans l'accusation, qui va insister sur la responsabilité de l'autre et faire en sorte que cet autre se sente coupable. Et voilà un autre facteur important, la culpabilité. Et si celle-ci est déjà présente chez la victime, du fait qu'elle ne se sente pas à la hauteur, qu'elle complexe pour diverses raisons, ça va beaucoup parler de son enfance, de son éducation, de l'environnement dans lequel elle a grandi. Et si dans celui-ci elle a été souvent rabaissée, discriminée ou qu'elle est marginalisée, alors il y a des chances que la culpabilité se ressente déjà. Et c'est la raison pour laquelle les relations abusives sont très fréquentes chez les travailleurs et les travailleuses du sexe, en tout cas de ce que j'ai pu observer.
Parce qu'au départ, il y a déjà un sentiment d'exclusion, de, entre guillemets, ne pas être assez bien. Et l'abuseur va utiliser cela, bien sûr. Mais le comble, c'est qu'il va aussi se victimiser. C'est lui qui va se positionner comme étant la victime de la relation. Et ça donne des phrases du style « Mais regarde ce que tu me fais faire. Tu te rends compte, à cause de toi, je me retrouve à faire ça. Tu as tout gâché. Si on ne s'était pas rencontrés, si je n'avais pas été avec toi, j'aurais pu faire ça. Regarde comme je me suis sacrifiée pour toi. À cause de toi, je suis la risée de... » et blablabla et blablabla. Et puis parfois, ça peut aller plus loin. C'est-à-dire que le chantage peut s'associer à la menace. Donc là, on va au niveau au-dessus pour renforcer la culpabilité et c'est souvent utilisé dans les cas où l'abuseur se sent en danger, où il se dit « Ah mince, elle ou il commence à être un peu trop autonome, un peu trop critique, je sens que il ou elle pourrait me quitter. » Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Et entre parenthèses, je précise, depuis le début je dis l'abuseur, mais ça peut être l'abuseuse. Soyons clairs, il en existe des deux côtés. Donc je reprends, ça va donner des phrases du type « Si tu me quittes, je me fous en l'air ». Ou ça peut commencer par « Si tu fais ça, je vais me retourner la tête et je vais me mettre à boire. Et ça sera ta faute si je replonge. » Ou « Je vais me laisser mourir, je vais arrêter de manger, je vais tout perdre. » Excellent levier ça. Je vais tout perdre et tu te rends compte des conséquences. Alors dans les couples, un argument qui va être utilisé, ce sont les enfants. Non mais t'as pas honte, tu es égoïste, t'es en train de me dire ça mais tu te rends compte. Là, si on se sépare, si tu ne penses qu'à toi, pense aux enfants comme ils vont souffrir. Est-ce que t'as vraiment envie que tes enfants soient des enfants de parents divorcés et qu'ils soient trimballés de droite à gauche ? T'es vraiment un mauvais père, t'es vraiment une mauvaise mère. Et alors là, quand on utilise l'argument d'une tierce personne qui en plus est innocente et qu'on a de l'empathie, qu'on a des valeurs, c'est très très difficile de sortir d'une relation d'emprise. Et c'est normal. Si vous vivez cette situation, c'est totalement normal que vous vous sentiez mal. C'est un conflit énorme. Et en même temps, se sentir mal est une alerte. C'est comme la douleur. En fait, c'est plutôt bon signe de se sentir mal. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Quelle décision on prend ? Parce que si on prend un exemple extrême, est-ce qu'il est conseillé, est-ce qu'il est sain qu'une femme, par exemple, qui se fasse violenter par son compagnon, dise « Non, mais ça va en fait, je le vis bien ?» Je ne pense pas. Là, ça veut dire que l'emprise est vraiment profondément ancrée. Et ça existe, bien sûr. Des personnes qui vont prendre la défense de leur agresseur, parce qu'elles ont vraiment intégré le fait qu'elles étaient mauvaises, et que finalement l'agresseur est presque un sauveur. Mais promis, nous reviendrons là-dessus. J'aimerais revenir sur la nuance entre toxique et abusif. Donc, comme je viens de vous l'exposer, une relation abusive est forcément toxique, elle est forcément nocive. Mais une relation toxique n'est pas forcément de nature abusive. En fait, on peut se retrouver à être toxique et donc à faire souffrir quelqu'un comme son conjoint, un ami, un membre de sa famille, que ce soit parents, enfants, frères, sœurs, mais de manière involontaire. Et dans ce cas-là, nuire n'est pas une intention, mais c'est une conséquence. Alors est-ce que pour autant il ne faut pas réagir et tout excuser ? On va y revenir. Il peut y avoir plusieurs raisons à ce type de situation. Alors pour citer quelques exemples, je commencerai par l'éducation, forcément. C'est le premier conditionnement a priori, et parfois celui-ci peut être dysfonctionnel ou du moins inapproprié. Déjà, ne serait-ce que d'une génération à une autre, les codes de l'éducation ont évolué. Et ce qu'on pouvait appeler auparavant une bonne éducation peut s'apparenter aujourd'hui à quelque chose de trop strict, voire de maltraitant. Par exemple, un parent qui reconnaît avoir été éduqué entre guillemets à la dure et qui du coup n'a pas eu d'autres repères et qui pense faire bien. J'ai déjà entendu des personnes qui disaient moi j'ai été élevé avec des coups de ceinture quand j'étais petit. Mon père me donnait des coups et ok, j'ai pas aimé ça, mais ça m'a plutôt bien réussi finalement. Je pense qu'il a eu raison.
Donc, je vois pas le mal, je le fais aussi avec mes enfants, qui aiment bien châtient bien. On en revient à la difficulté de discernement. Comment savoir ce qui est bien, ce qui est mal, quand quelque chose a été intégré comme une norme? Et pire encore, quand c'est à l'échelle de la société. Une autre cause possible, ça peut être des carences sur le plan affectif. Toujours dans l'éducation, dans le développement. Quelqu'un qui n'a pas appris à être en lien avec ses émotions, à s'autoriser à les ressentir et à les exprimer. Alors ça fait quelqu'un qui va manquer d'empathie, du moins en apparence, qui ne va pas prodiguer des gestes de tendresse, qui va avoir un comportement qui peut être perçu comme étant trop dur. Ça peut être aussi quelqu'un qui a souffert de rejet, d'abandon, et qui à l'inverse va désespérément chercher à combler, à compenser ce manque auprès de sa partenaire ou de son enfant par exemple. Et ça peut induire un rapport de dépendance ou un besoin de contrôle sur l'autre, un besoin de fusion ou de la jalousie excessive. Je vous donne un exemple concret, je pense à un homme qui par exemple a grandi avec sa mère parce que son père est parti petit et sa mère inconsciemment a considéré son fils comme un substitut de son mari. Alors il n'y avait pas de relation incestueuse, mais elle a donné une place à son enfant à ce moment-là qui a fait que malgré lui, il s'est retrouvé à être le centre de sa vie à elle. Et ça donne une mère ultra possessive, ultra contrôlante, qui va vouloir surprotéger son enfant, parfois le survaloriser aussi. Et il y a des études qui montrent que les dégâts sont les mêmes entre un parent qui dévalorise son enfant, qui ne lui apporte pas d'intérêt, et un parent ultra contrôlant, beaucoup trop oppressant, eh bien ça génère les mêmes effets, les mêmes dysfonctions chez l'enfant. En fait, c'est l'excès qui est mauvais. Et si on va plus loin, les expériences traumatiques qui n'ont pas été accompagnées, ou en tout cas des expériences qui ont émotionnellement marqué et qui n'ont pas été digérées. Et ça aussi, ça peut générer des comportements toxiques pour l'entourage. Quelqu'un qui a vécu un traumatisme et qui en souffre encore peut avoir des comportements qui peuvent paraître irrationnels. Et ça peut aller dans les extrêmes. Ça peut donner quelqu'un qui semble anesthésié émotionnellement, parce que cette personne souffre peut-être de dissociation. En fait, elle est là sans être là, elle est coupée de ses émotions. Ou ça peut donner aussi une hypersensibilité, quelqu'un qui va avoir des réactions disproportionnées, qui va être en état d'hypervigilance, avec beaucoup de signes d'insécurité. Posez-vous la question, observez vos parents, vos proches. Est-ce que vous connaissez leur histoire? Et vraiment, d'en savoir plus sur leur parcours, sur ce qui les a marqués, peut donner du sens à leur comportement. Et ça peut aussi apporter de l'indulgence pour l'entourage. Et on reviendra bien sûr, dans d'autres épisodes, sur les expériences traumatiques. Une autre cause aussi a un comportement qui peut être toxique d'une certaine manière sur l'entourage, c'est quelqu'un qui souffre de dépression ou d'une maladie, d'un trouble, quelque chose qui va déborder en fait, qui va impacter l'humeur de la personne qui en souffre et qui va faire que cette personne va être très tournée vers sa souffrance, au point parfois de devenir presque nombriliste. C'est assez humain, quand on souffre, eh bien, on se tourne vers soi, on a envie d'attirer l'attention, on a envie d'aller mieux a priori. En tout cas, on a bien souvent envie que cette souffrance soit respectée, soit reconnue. Mais le risque, c'est que celle-ci prenne beaucoup de place et qu'elle finisse par organiser la vie du système familial ou du couple. Et dans ce cas-là, c'est difficile pour l'autre de trouver sa place. Et donc, ça peut être une relation nocive pour elle. Enfin, j'ai envie de citer les addictions, qui rejoignent aussi ce que je viens de citer avec la dépression et la maladie. Mais là, on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'un adulte est responsable de ses actes, s'il a, entre guillemets, toute sa tête, en fait, s'il a toutes les capacités cognitives. Mais lorsqu'on parle de réelle addiction, il faut savoir qu'au-delà de la souffrance, il y a aussi une perte de contrôle, avec des comportements compulsifs. C'est un enfermement. Et donc, la personne qui est addicte ne va plus être en mesure de respecter le cadre. Alors certains parviennent à le maintenir. Il y a des personnes, par exemple, qui vont me dire « J'arrive à ne pas consommer de l'alcool en présence de mes enfants. »
Voilà, je fais en sorte de les préserver. Je sais que je suis alcoolique, mais je parviens quand même à avoir des moments où je me canalise et où je dis non. Arrive un moment donné où ça déborde. Quand l'addiction s'installe, il est de plus en plus difficile de faire les choix en conscience. Et donc, clairement, dans ces cas-là, cette personne a besoin d'être prise en charge et d'être soignée. Et c'est vraiment important pour elle comme c'est important pour son entourage. On parle beaucoup des victimes directes, des personnes qui sont directement concernées par des agressions, par des traumatismes, mais il y a aussi tous les effets collatéraux, c'est-à-dire toutes les personnes de l'entourage qui sont témoins de ça. Et typiquement, un enfant qui grandit avec des parents qui sont dans une addiction, où l'un d'eux peut-être est dépressif, et qui va assister à ça. Et ça aussi, ça fait des dégâts. Alors forcément, il y a d'autres éléments que je n'ai pas cités, et il y en a peut-être qui surgissent à votre esprit, peut-être que vous êtes dans cette situation. Je vous rappelle que vous pouvez laisser en commentaire vos témoignages, ils sont les bienvenus. En tout cas, comme vous pouvez le constater, il y a un point commun à toutes ces causes, c'est que la personne qui se retrouve à être nocive, même si c'est de manière involontaire, eh bien cette personne prend de la place. Elle se retrouve au centre de la relation. Et c'est ce qui fait que c'est difficile pour l'autre d'exister pleinement. Et c'est ça qui va générer de la souffrance. Et puis il y a aussi un autre cas de figure. Ce sont les relations où les deux sujets, les deux personnes sont toxiques, l'une pour l'autre. Le pire, c'est que ce système peut se maintenir. Alors là, par exemple, ça peut être la relation dominant-dominé, où chacun y trouve son compte finalement. Mais il n'y a pas d'harmonie, il y a souffrance. Et donc, il y a toxicité. Parce qu'il n'y a rien de mal à ce que dans une relation, il y en ait un qui ait plus d'initiative et l'autre moins. Il peut y en avoir un qui va être une sorte de leader et l'autre qui va plutôt suivre. En fait, on n'est pas dans un jugement moral. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut absolument être similaires, égaux, avoir les mêmes capacités, avoir les mêmes rôles. C'est même souvent une illusion de penser ça. On est différents. Le principe, c'est beaucoup plus de trouver une forme de complémentarité, d'équité, de respect, une harmonie, où chacun trouve sa place. Et comme nous avons chacun et chacune nos sensibilités différentes, ce qui fonctionne dans un couple ne fonctionnera pas forcément dans un autre couple. Et il y a des familles où il va y avoir un cadre très strict et ça va fonctionner. Et pour d'autres, où ça va être très mal vécu et faire complètement exploser les relations. Et oui, chers auditeurs, la vie n'est pas à l'image des blockbusters américains avec d'un côté le camp des gentils et de l'autre le camp des méchants. Ça serait tellement simple. C'est beaucoup plus complexe que ça. On aimerait croire que ça fonctionne comme ça. C'est plus confortable, c'est plus pratique. Et puis on aimerait bien se dire aussi, mais moi je suis quelqu'un de bien. Bah oui, mais même quelqu'un de bien, en fait, a sa zone d'ombre, a ses doutes, a ses fantômes, a ses accès de colère, a ses pertes de contrôle. Le principal, je pense, et à mon sens, c'est ça la mission du développement personnel, eh bien, c'est d'apprendre à se connaître. Certains vont utiliser la spiritualité, mais à vrai dire, les deux ne sont pas incompatibles. On peut être spirituel, être intéressé par le développement personnel au sens où on a envie d'apprendre à connaître sa manière de fonctionner et à s'améliorer. Donc, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, non, c'est plus complexe que ça. Il y a des abuseurs qui sont profondément malheureux, qui eux-mêmes ont été abusés. Il y a des statistiques qui montrent que des personnes qui ont grandi dans un environnement violent ont des chances de reproduire cette violence par la suite. C'est ce que j'évoquais à travers le conditionnement. Mais je vous promets, on reviendra là-dessus. Alors, est-ce que ça doit pour autant excuser le comportement de l'autre ? Est-ce que le fait que son conjoint, par exemple, ait une histoire avec des événements traumatiques, puisse suffire à se dire « ouais, c'est pas sa faute, donc je vais endurer ». En fait, on peut avoir souffert, mais on n'est pas obligé de manifester cette souffrance à travers la violence et à travers une relation abusive. Ça va quand même parler de ses valeurs, ça va quand même parler de l'être humain qu'on est. Je crois qu'on a tendance à faire l'amalgame entre personne en souffrance et personne innocente. Une victime est une victime, oui, une victime n'a pas mérité d'être une victime. Mais, vous savez, il y a aussi des personnes qui souffrent parmi les agresseurs. Donc non,
Une personne en souffrance n'est pas forcément une victime et par conséquent, la souffrance ne peut pas être le seul critère. Moi, j'ai un problème avec la phrase « il faut lui pardonner ». Alors déjà, pourquoi il faut ? Qui a dit ça ? Et si on formulait la phrase d'une manière un peu différente, pour laisser un peu d'espace, il est possible de lui pardonner. Ça pourrait être envisageable. Et j'ai envie de compléter la phrase à condition que. A priori, le pardon s'octroie généralement à quelqu'un qui le demande. Et si vous êtes ou que vous avez été victime d'une relation abusive ou toxique, la question est, est-ce que cette personne qui vous a nui vous a demandé pardon ? Mais de manière sincère, bien sûr. Parce qu'une relation est vivante, elle est active. Et ça implique donc que chacun, chacune s'investisse dans cette relation et reconnaisse sa part de responsabilité. Et demander pardon implique aussi une action. Parce que la personne qui va vous répéter qu'elle est désolée, mais elle recommence ensuite le même comportement, non, elle n'est pas désolée. Elle cherche surtout à ce moment-là, au moment où elle vous dit qu'elle est désolée, à vous apaiser et à finalement faire en sorte de vous maintenir dans cette relation où vous allez continuer de supporter ce comportement. Donc non, ce n'est pas ça être désolé. Quand on dit « pardon, je suis désolé », cela devrait signifier « j'ai pris conscience de mon erreur et je vais changer ». Et ça ne va pas se reproduire. Et puis j'ai une bonne nouvelle pour vous, si vous vivez ce type de situation. C'est important de se reconnaître en tant que victime. En fait, ça commence par ça parce que bien souvent, il y a du déni. Donc se positionner en tant que victime, s'exprimer, se tourner vers quelqu'un, vers une autorité, vers des proches, vers des personnes qui vont accueillir votre parole, c'est essentiel. Ça fait vraiment partie du chemin et c'est probablement la première étape. Déjà d'être dans la reconnaissance. Mais attention, ce n'est pas parce que vous êtes ou que vous avez été victime que vous devez rester avec cette étiquette toute votre vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier qu'on a été victime de quelque chose. Ça fait partie de son histoire. On peut dire « j'ai été victime et c'était dans le passé », mais on a le droit de se reconstruire. Et à ce niveau-là, eh bien, on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes capacités de résilience, et se reconstruire va nécessiter pour certaines personnes de se faire aider, de se faire accompagner. Où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, si vous êtes avec quelqu'un qui est en souffrance, à qui vous trouvez des excuses parce que son comportement est vraiment nocif vis-à-vis de vous, souvenez-vous d'une chose, cette personne n'est pas responsable de sa souffrance, mais elle a la liberté, et je dirais même, elle a la responsabilité d'en prendre soin. Je vous donne quelques exemples qui vont illustrer ce type de situation. En séance, ça va donner des personnes qui vont me dire « Je ne sais pas comment faire, j'ai l'impression d'être dans une impasse. Je suis le seul à me démener pour notre relation de couple. Elle me dit qu'elle ne voit pas de problème, que c'est le mien. En même temps, c'est elle qui se dit victime. Je sais qu'elle a vécu quelque chose qui a été difficile. Et en même temps, je me sens impuissant. Qu'est-ce que je dois faire, moi ? Parce que je ne peux pas la forcer à aller mieux, ça se fait pas. Je ne veux pas la quitter. Et en même temps, on est dans une situation où c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'elle me rejette en permanence. On est censé être un couple. Alors comment faire pour aller mieux ? Parce que je me sens isolée, elle est isolée, elle m'en veut, je n'ai pas d'outils. Et elle refuse aussi qu'on consulte ensemble. Je vous donne un autre exemple. J'ai beau l'encourager, le soutenir, faire de mon mieux pour lui enlever de la charge mentale, eh bien, je constate qu'il se renferme sur lui-même. J'ai peur qu'il tombe en dépression, peut-être qu'il l'est déjà, à vrai dire, mais le problème, c'est qu'il ne veut pas se faire aider. Quand je prononce le mot psy, ça le fait réagir, il le prend mal, il a l'impression que je le prends pour un fou, c'est dévalorisant pour lui, il ne veut même pas en parler au médecin, il dit que ça va passer, que c'est pas grave, qu'il n'a pas besoin d'aide. Oui, sauf que moi, en attendant, je suis épuisée parce que je porte tout et je suis en train de craquer. Vraiment, c'est moi qui vais craquer au bout d'un moment. Donc là, ce sont des situations où l'une des deux personnes se retrouve à être nocive, toxique pour l'autre, parce qu'elle est en souffrance. Le problème, c'est qu'elle est responsable du maintien de cette relation, de cette souffrance, puisqu'elle ne veut pas se prendre en charge. Et c'est là où l'indulgence, la tolérance,
ont peut-être une limite. Qu'en pensez-vous ? Moi, ce que je dis aux personnes qui me consultent, c'est « Vous savez, votre conjoint n'est peut-être pas responsable de son mal-être, mais il est en partie responsable de le maintenir. Donc, à lui, à elle, de prendre l'initiative d'aller vers la solution. Elle refuse de le faire pour lui, bah oui, mais c'est de votre couple aussi dont il s'agit. Donc, s'il ne le fait pas pour lui ou pour elle, qu'il le fasse pour vous, pour votre couple, pour votre famille. Le principe, c'est de motiver l'autre pour le reconnecter à l'enjeu, à ce qui fait sens, et lui rappeler aussi qu'il y a une limite, que même si vous aimez la personne avec qui vous êtes, il y a quand même le risque que vous partiez. Vraiment, même si ce n'est pas ce que vous souhaitez faire, exprimez-le. Parce qu'après tout, si tout est acquis, que rien ne bougera, que votre partenaire est persuadé que, quoi qu'il advienne, vous resterez toujours, eh bien, pourquoi changerait-elle ? Ça peut être confortable d'une certaine manière, de rester dans ce type de situation. Et puis quand on va mal, eh bien, on est le centre de l'attention. Donc vous êtes face à quelqu'un qui refuse toute proposition, toute piste pour que la situation évolue en mieux. Sachez que c'est en soi une réponse. Maintenant la question c'est, qu'est-ce que vous faites de ça ? Qu'est-ce que vous faites de votre temps de vie ? À partir du moment où vous acceptez l'idée que votre conjoint ne changera jamais, parce qu'en plus, parfois c'est formulé clairement, l'autre en face de vous vous dit « Non, mais je vois pas le problème, j'ai pas l'intention de changer ». Ok, projetez-vous, vraiment, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Imaginez que cette situation reste inchangée. Comment a-t-elle évolué avec le temps ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est pire ? Il y a peu de chances que ça soit mieux. Comment vous sentez-vous avec ça ? À quel point êtes-vous prêt ou prête à consentir à ça ? Vraiment, c'est important. Parce que ça peut faire très mal de se réveiller au bout de plusieurs années. Et de mon expérience personnelle, j'ai vécu dans une relation d'emprise et croyez-moi, non seulement il y a le regret d'avoir gaspillé son temps, son énergie auprès d'une personne toxique, mais il y a aussi la dureté du réveil. C'est mais comment j'ai pu autoriser ça ? Comment j'ai pu maintenir ça ? Comment j'ai pu même l'encourager ? C'est ça qui est fou. Et donc la culpabilité peut aussi être un motif de consultation, d'accompagnement. Il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées pour sortir d'une relation, mais il y en a qui ont besoin d'être accompagnées pour digérer cette relation, pouvoir passer à autre chose et retrouver de l'estime d'elle-même. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien le risque c'est de retomber dans le même schéma, de retomber dans une autre relation abusive. Et il y a un tout dernier élément que j'aimerais évoquer rapidement, c'est pour teaser un petit peu sur le prochain épisode. Comme vous le voyez, la thématique de relations d'emprise, relations toxiques est un sujet vaste et qui peut s'illustrer dans plein de cas de figure différents. Et j'évoquerai d'ailleurs la relation parent-enfant. C'est un sujet important parce que il peut mettre en lumière beaucoup de comportements adultes. L'autre facteur que je voulais évoquer, qui associe très bien l'empathie et la culpabilité, c'est le syndrome du sauveur. Vous connaissez le syndrome du sauveur ? On appelle ça le syndrome de l'infirmière, généralement pour les femmes. Vous savez, cet élan qui consiste à accourir dès lors qu'on croise une personne en difficulté. Alors, rien de mal à cela, bien sûr, c'est un comportement très noble. Mais c'est une tendance qui peut mener à bien des pièges, à bien des dérives, et à exposer à de belles arnaques, même si on est quelqu'un d'intelligent. Et oui, chers auditeurs, chères auditrices, la victime qui appelle à l'aide s'avère parfois être un magnifique leurre et donc une belle manière de vous hameçonner. Et dans ce cas-là, eh bien, le prédateur n'est pas celui qu'on croit. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Mentoresse 1000 vies dans une vie. Pensez à vous abonner, à partager l'épisode, à le commenter et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour poster vos témoignages. À bientôt.